Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le troisième forum des leaders du Sanguier a planché autour de deux problématiques essentielles, le leadership des femmes dans la province et l'expérience des anciens pour atteindre le développement souhaité par tous. Des chercheurs burkinabés mettent au point une technique pour déterminer la quantité d'eau de pluie tombée dans un endroit précis en faisant recours aux pylônes de la téléphonie mobile. Elle pourrait servir cette technique à prévenir les sécheresses et les inondations. Mais comme vous le savez déjà, le président du Faso a participé aux cérémonies commémoratives du 70e anniversaire du débarquement de Provence. Blaise Compaoré et de nombreux chefs d'État africains ont assisté à la principale cérémonie sur le porte-avions Charles de Gaulle à Toulon, avant d'être les hôtes d'un dîner d'État offert à leur intention par le président français François Hollande. Retour sur la cérémonie de Toulon avec nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Lazare Pouya. C'est au large des côtes du Var, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, que le président français François Hollande a invité les 28 chefs d'État et de gouvernement, dont le président du Faso, Blaise Compaoré, pour se souvenir du 70e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Provence. Il s'agissait pour nous nous souvenir avec les Français, avec les Alliés, que sur cette terre de Provence a commencé le combat pour la libération de la France, c'est-à-dire pour la libération de l'Europe et du monde, du nazisme, et que sur cette terre, des Africains aussi étaient associés, sont sacrifiés pour la liberté du monde. Donc je crois que c'est surtout ce souvenir important pour l'histoire du monde et pour les peuples que nous sommes venus surtout saluer et remercier bien sûr la France qui a souffert mais qui a su être entreprenante, s'ouvrir au reste du monde pour qu'elle soit accompagnée dans la construction de sa liberté. C'était le 15 août 1944. Ces anciens combattants venus d'Afrique, en majorité d'Algérie et bien d'autres pays, ont aidé la France à chasser les nazis de son territoire. Et pour cette commémoration, le président français a rendu un vibrant hommage à l'armée d'Afrique, une armée cosmopolite pour le service rendu, la libération de la France. 1800 jours de guerre ont été nécessaires pour libérer la France de ses ennemis. C'est pourquoi dans son adresse aux anciens combattants invités pour la circonstance, François Hollande leur a traduit toute la reconnaissance de la France, car, dit-il, c'est grâce à eux que son pays doit son rang dans le monde. Nous devons tous ensemble montrer notre détermination à assurer à notre tour de relever les défis, d'être à la hauteur de l'histoire. Ce combat, aujourd'hui, prend d'autres formes qu'il y a 70 ans. Mais c'est toujours le même ennemi que nous devons terrasser. Qui est cet ennemi? C'est le fanatisme, c'est l'intolérance, c'est le racisme, c'est la barbarie. Depuis le sud-est de la France, en Provence, département de Toulon, François Hollande n'a pas oublié la jeunesse africaine. À la jeunesse d'Afrique, je veux lui dire que nous n'avons pas oublié le sacrifice des anciens et que la France sait ce qu'elle leur doit, même si elle a mis du temps, la France, trop de temps, pour en tirer les conséquences, toutes les conséquences, en termes d'émancipation et de reconnaissance. Aux chefs d'État et de gouvernement invités, le président français leur a réaffirmé la gratitude de son pays. Je vous affirme à nouveau la gratitude de la France. Je sais que parfois ces combattants glorieux n'étaient pas tous volontaires. Eh bien, notre dette à leur égard n'en est que plus grande. Cette dette, elle n'est pas seulement morale ou financière. Cette dette, elle est politique. Et elle nous oblige, nous la France, à une solidarité face aux menaces d'aujourd'hui, à toutes les menaces. Et d'abord en Afrique. La France s'associe aux dirigeants africains pour traiter des questions de sécurité du continent, de paix, de stabilité, et aussi les grands sujets du développement. C'est déjà, je crois, une marque de cette ancienne solidarité avec la France qui est ainsi révélée. Mais nous pensons que pour effectivement les anciens combattants qui sont encore là, il y a certainement encore un effort à faire pour les accompagner dans
ces derniers moments de leur vie. Il y a certainement d'autres initiatives qu'elles pourraient prendre. Je pense que c'est à elles de nous le dire. François Hollande a également évoqué la situation en Ukraine, au Moyen-Orient, au Nigeria et au Cameroun qui nécessite l'urgence d'agir. Selon lui, il faut vite trouver des solutions humaines aux migrations et s'attaquer aux menaces de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. À la fin de la cérémonie, François Hollande et les chefs d'État ont assisté à un défilé naval et aérien où quelques pays ont présenté leurs navires de combat. Le troisième forum des leaders du Sanguier s'est tenu hier et aujourd'hui à Pouni autour du thème « Leadership féminin dans le Sanguier, apprendre et forger par l'exemple et l'expérience des aînés ». Des recommandations ont été formulées par les panélistes. Elles tournent autour du renforcement de la formation des jeunes filles et de l'accroissement des investissements en matière d'activités génératrices des femmes. Reportage Isaïe Parkouda. Présidé par le Premier ministre Luc Adolphe Tiaou, le Forum des leaders du Sanguier tient ici à Pouni sa 3e édition. Et c'est le Cercle pour la culture du leadership dans le Sanguier qui l'a initié pour offrir à la population un cadre de réflexion sur les stratégies de développement local, s'appuyant sur l'expérience réussie des aînés, mais également à trouver des solutions pour la promotion du leadership féminin dans cette partie de Burkina Faso. À sa création en 2010, c'est vrai que nous étions loin d'imaginer l'ampleur de son rôle mobilisateur pour l'ensemble des forces vives de la province. Mais 4 ans après, nous avons vraiment des motifs de satisfaction au regard bien sûr de la mobilisation croissante. Luc Adolphe Tiaou au Parlois a salué les initiateurs de ce forum et rendant hommage aux pionniers du cercle, voit dans cette structure une tribune d'expression, de dialogue constructif à même de permettre à la province d'aller de l'avant. Jeunes et femmes constituent selon lui le socle du développement et il est temps de se pencher sur les mécanismes de leur promotion. Cette année, ce qui est la particularité de ce forum, c'est ces 2 aspects parce que le forum est à la fois tourné vers le leadership féminin, mais aussi tourné vers les relations intergénérationnelles. Alors je crois que c'est, de mon point de vue, 2 piliers essentiels du développement d'un pays. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous appuyer sur les femmes parce qu'elles constituent le moteur de développement de toute économie. Elles sont aussi le fondement de la société. Mais en même temps aussi, on ne peut pas parler de développement d'avenir en ignorant le rôle des anciens. Ce forum, occasion de partage d'expériences, le parcours inédit des femmes modèles dans l'administration publique et privée, dans le monde des affaires, dans le milieu social et politique a été relaté à l'assistance. Et selon Baska Emile Diala, ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, après avoir présidé les 4 panels, retient ceci. Le leadership rime avec engagement, abnégation, un don de soi et une prise en compte des préoccupations de son environnement. Nouvelle manifestation de mécontentement des populations de Bobo-Dioulasso. Les habitants du secteur 21 ont pris d'assaut aujourd'hui la route qui mène vers le marché des fruits pour exprimer leur ras-le-bol suite aux différentes inondations que le secteur a connues. Toute la journée, la voie était bloquée et interdite à la circulation. Reportage à Bobo-Dioulasso, Karim Sissé. Depuis ce matin, cette voie, sise au secteur 21 de Bobo-Dioulasso, est barricadée par la population riveraine. Ici, des jeunes se sont mobilisés pour intercepter toute personne qui voudrait passer. Une manière pour eux de se faire entendre des autorités. Aujourd'hui, les gens du quartier se sont mobilisés. Vraiment, ils ont vu que c'est vraiment grave. Quand seulement, vraiment, si nous on voit les nuages au mois pluvieux, on a peur. On ne peut plus dormir. De l'avis des manifestants, le problème a été maintes fois posé, mais jusque-là, aucune action de résolution n'a été entreprise. On a appelé le maire, il est venu voir, il est parti, il n'a rien dit, ils n'ont rien fait. Après, le ministre est venu, ils ont venu voir, ils n'ont rien dit. Bon, on voulait vraiment qu'on nous aide, on veut un changement. Il y a les moustiques, on ne dort pas. Quand ça pleut, on ne peut plus sortir. Ça vaut 4 ans, on vit dans ça là. Donc on veut un changement. Là, par exemple, les caniveaux n'existent pratiquement plus. Conséquence, dès qu'il pleut, l'eau envahit les concessions. On se demande si nos maisons là même ne vont pas s'écrouler un jour. C'est des vrais problèmes. Franchement, il faut qu'ils essaient de penser un peu à nous. On fait partie de la population aussi, quoi. Franchement. Pour trouver un terrain d'entente, une délégation s'est rendue à la mairie de l'arrondissement 6 pour rencontrer les autorités locales. Par rapport aux explications,
on a compris qu'il y aura une solution. Ils ont donné des termes techniques qui nous ont convaincus. Mais maintenant, dans l'immédiat, ce qui est primordial, c'est rencontrer la population. Donc on en va toujours continuer à plaider pour cette cause. Le représentant du maire de la commune de Bobo-Dioulasso a rassuré les envoyés que des dispositions avaient déjà été prises lors du dernier conseil municipal pour résoudre le problème. En attendant, la population est toujours sur le terrain. Elle dit maintenir le cap jusqu'à ce que le premier responsable de leur arrondissement vienne constater de visu les dégâts causés par les différentes inondations. Les inondations sont causées par les fortes pluies qui tombent actuellement et qui comblent de bonheur les producteurs agricoles, mais pas forcément les citadins. Des chercheurs burkinabés viennent de mettre au point une technique pour quantifier la quantité d'eau de pluie qui tombe dans un endroit X. Une technique simple et peu coûteuse mise au point à partir des pylônes des réseaux de téléphonie mobile par des chercheurs de l'université de Ouagadougou et qui pourrait prévenir la sécheresse et les fameuses inondations. Zalissa Sanfo. Des chercheurs burkinabés viennent de tester avec succès un système qui va révolutionner le suivi des pluies dans le monde et plus particulièrement dans les pays pauvres. Ils viennent de prouver qu'à partir d'un simple coup de fil téléphonique émis ou reçu, on peut mesurer la quantité d'eau de pluie tombée à un endroit X. Le principe est simple et l'idée ingénieuse. Nous avons pensé donc au réseau de télécommunications. Eux, régulièrement, ils récupèrent donc des informations entre pylônes émetteurs et pylônes donc récepteurs. Ça leur permet donc de savoir est-ce que le signal a été amoindri ou ça reste suffisant pour que les utilisateurs puissent encore recevoir donc le coup de fil qu'ils attendent. Et c'est là que nous intervenons dans le travail maintenant. Nous avons dit ceci. S'il y a atténuation en présence de pluie, c'est que forcément la pluie peut être quantifiée si on connaît la hauteur donc qui a été perdue. Et au bout d'une année de tests et de calculs dans ce laboratoire presque modeste, avec les données que l'opérateur de téléphonie mobile Télécel a mises à leur disposition, les chercheurs peuvent être fiers. Les résultats sont édifiants. Les résultats de ces travaux de recherche ont été comparés à ceux fournis par des systèmes radars, les meilleurs systèmes qui existent en la matière. Les deux tests donnent les mêmes résultats. Une technique efficace, innovante et qui rompt avec les méthodes très coûteuses ou archaïques et peu fiables. Si on prend les pylônes en général sont disposés sur une distance donc minimum de 10 km. Ce faisant, si on prend le cas de la ville de Ouagadougou par exemple, on a donc à partir des centres où il y a donc les différents opérateurs, des pylônes vers Kilouin, vers Koubri, vers Gampela, vers Zignari. Donc ça veut dire qu'autour de Ouagadougou, on a des pylônes qui sont répartis. Ces pylônes ont leurs données indiquées permanemment, c'est-à-dire qu'on sait à tout moment qu'il y a donc telle quantité d'envoyés, telle quantité qui est reçue. Donc si nous prenons une information sur le pylône par exemple qui va du centre-ville jusqu'à Kilouin ou du centre-ville jusqu'à Koubri, on peut dire quand il y a eu une précipitation nuageuse, qu'il y a eu telle quantité de pluie qui a été tombée. C'est-à-dire qu'on pourra dire exactement autour de Ouagadougou où est-ce qu'il y a eu la pluie et où est-ce qu'il n'y a pas eu de pluie. Cette technique-là est très avantageuse parce qu'elle ne nécessite pas de coût au niveau que du labo, que aussi de l'opérateur. Parce que l'opérateur maintient et assure la santé de son réseau pour que ses abonnés puissent communiquer. Cette trouvaille, on la doit aussi en partie à cet étudiant Ali Doumbouya, lui qui a décidé d'accorder un intérêt particulier à ce domaine pour sa thèse de doctorat. Aujourd'hui, la thèse n'est pas encore achevée, mais déjà, les résultats font tache d'huile au grand bonheur de l'étudiant, du directeur de thèse, mais aussi, et peut-être, de toute la nation burkinabé. Nous-mêmes, aujourd'hui, on ne mesure pas toute la portée donc, de cette technologie qu'on vient de mettre en place. Alors, les résultats étaient tellement bons qu'ils ont été publiés donc, dans une revue donc de très grand impact, comme on dit dans notre jargon, donc de haute facture.
la société géophysique des États-Unis. Sorti les tout premiers résultats que nous avons présentés en Hollande par un poster. Et c'est là que tout est parti. Et les scientifiques qui étaient là, ils ont approuvé l'idée, ils étaient très appréciés. Ils étaient très enthousiastes de nous rencontrer. Et là, on s'est rendu même à Toulouse. On a échangé avec les Hollandais, les Israéliens, les Allemands, et qui étaient beaucoup intéressés. Inondations, sécheresse, gestion des ressources en eau, sécurité alimentaire. La maîtrise de la quantité d'eau tombée est utile pour la compréhension et la résolution de tous ces problèmes. Et voilà tout le sens de la fierté de ces chercheurs. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'il peut y avoir des zones où il y a des pluies de plus en plus grandes, mais on n'est pas au courant. Cette accumulation de pluie peut donc saturer, accroître les bassins versants. Et donc, dans cette zone, il peut y avoir des inondations. Cette information que nous pouvons donner peut permettre de déterminer à quel moment donc, ou à quel endroit il peut y avoir des risques donc, d'inondation. Mais l'autre inverse aussi, c'est les poches de sécheresse. Souvent, on n'a pas l'impression que y a pas de... Enfin, on voit certaines zones bien arrosées et on ne sait pas que la vérité n'est pas la même ailleurs. Cette information que nous devons avoir avec donc, les pylônes, nous dirons « Ah, attention, dans telle zone, il y a une poche de sécheresse parce que depuis, on n'a pas constaté une apparition, donc, ou on n'a pas constaté de perturbations. S'il n'y a pas de perturbations, donc il n'y a pas eu de pluie. » Voilà. Donc, c'est là l'intérêt de la chose. Pour promouvoir et généraliser cette innovation, un consortium de scientifiques dénommé Rönsel Africa est né. Leur désir, c'est que tous les opérateurs de téléphonie mobile collaborent en mettant à leur disposition leurs données brutes, afin qu'ils puissent déterminer en temps réel quelle est la quantité exacte d'eau tombée dans les villes, comme dans les villages même les plus reculés. Quantifiée ou pas, l'eau est une ressource rare et vitale qu'il faut gérer de façon rationnelle afin qu'elle profite à tout le monde. Le gouvernement burkinabé a ainsi initié le service de la police de l'eau pour une protection durable des ressources hydrauliques. La phase pilote de ce nouveau concept a été lancée dans les hauts bassins par la formation d'une dizaine d'agents pendant 2 semaines. Reportage Amadou Lougué. Ils ne sont pas des policiers, mais tout simplement des agents issus des services du ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Après 2 semaines de formation, ils ont la mission de conduire la phase pilote du service de la police de l'eau. C'est une confiance que la hiérarchie a placée en moi. Et pour cela, je dois, de par mes capacités et la formation que j'ai reçue, faire valoir donc ces capacités afin donc de venir à terme des pratiques qui se réalisent sur le terrain concernant donc la ressource eau pas normale. Il faut donc chercher à normaliser à travers cette formation et nos formations de base. La police de l'eau consiste au contrôle de l'ensemble des cours d'eau, les lacs, les mares, les milieux aquatiques et les eaux souterraines. L'objectif recherché, parvenir à une gestion saine et intégrée des ressources en eau. La police de l'eau, c'est cette structure qui est chargée notamment d'assurer une bonne régulation de la gestion des ressources en eau à travers une sensibilisation, à travers aussi un constat des actes qui sont posés en matière de prélèvement ou de pollution d'eau et aussi éventuellement de procéder à la répression. 10 modules enseignants entre théorie et pratique. C'est cette prestigieuse École nationale des eaux et forêts de Denderso qui a eu le privilège de dispenser le savoir aux agents de ce nouveau service créé par l'État. Notre effort a consisté à mobiliser un certain nombre de compétences, de ressources humaines en matière d'eau, en matière de législation, en matière de judiciaire, et en matière d'écologie et même en matière de sécurité, pour que la formation de ce premier groupe d'agents de la police de l'eau soit la plus complète possible. Débutée d'abord dans le bassin du Kou, cette initiative devrait s'étendre à l'ensemble du Burkina Faso.
Le ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement a mené sa campagne de reboisement jeudi dernier sur les berges du barrage de Ziga. Appuyé par les corps paramilitaires, le département a planté 3000 arbres pour renforcer le couvert végétal du barrage. Reportage Moussaki. La police, la douane, la garde pénitentiaire, les eaux et forêts, le personnel du ministère en charge de l'eau ainsi que les agents des structures régionales sont sur un même terrain. C'est l'expression de la fraternité et de la solidarité. La scène se passe sur les berges du barrage de Ziga dans la commune rurale de Nagrengo. Au-delà de cette chaleur humaine, il pose une même action, la mise en terre de 3000 plants pour renforcer le patrimoine forestier de ces barrages qui alimentent Ouagadougou Zignaré en eau potable. Cette opération de reboisement, comme nous l'avons dit, répond à un double objectif. D'abord, c'est pour répondre au mot d'ordre du gouvernement, qui est cette année 1000 plants par ministère et par institution, et ensuite assurer la protection des berges du barrage et contribuer ainsi à une gestion durable des ressources en eau. Cette année, c'est l'occasion pour la GSP de représenter les corps paramilitaires dans la tenue de cette opération de reboisement. Et nous avons l'occasion de passer le témoin à cette 9e édition au ministère de l'Environnement. La protection et le suivi de ces plants épineux est désormais l'affaire du conseil municipal de Nagrengo. Le maire bénéficie de l'appui de la population et surtout du guérisseur Seydou Bikenga pour accomplir efficacement ce travail d'entretien des arbres. Les ambulances ont été remises mardi dernier au SEMA de Koupela et de Puitenga par le ministre des Mines et de l'Énergie, Lamoussa Salif Kaboré. En plus de l'ambulance, la ville de Koupela a été dotée d'un forage situé dans le village de Pousga. Le ministre Kaboré a bénéficié du soutien du programme d'appui au développement sanitaire PADS pour faire ses gestes en direction des populations du Kouritenga. Reportage Marcel To. Ce geste était attendu des principaux responsables et du personnel soignant du centre médical avec antenne chirurgicale de Koupela. Avec cette ambulance neuve, le CMA de Koupela pourra donc améliorer son offre de services en matière d'évacuation. Le centre de Koupela est une zone carrefour et il arrive souvent qu'on doit faire face à des cas d'accident ou bien souvent à beaucoup de malades qu'on doit évacuer en même temps. Et généralement quand la seule ambulance qu'on avait partie en évacuation, on avait vraiment d'autres difficultés. Il fallait forcément qu'on attende à ce que l'ambulance revienne avant de pouvoir faire d'autres évacuations. L'accueil de la nouvelle ambulance n'est que salutaire. On pense qu'elle va nous permettre en tout cas de faire face vraiment aux difficultés auxquelles on est déjà confronté. Ça va permettre également d'améliorer la prise en charge également des malades. Le même geste a été fait en faveur du CMA de Puitenga. Autre action en faveur de la santé des populations, le ministre Lamoussa Salif Kaboré a offert un forage aux populations de Pousga. Cette réalisation qui va permettre à ces populations de disposer d'eau potable et de réduire du même coup le nombre de maladies hydriques a coûté la somme de 6 millions de francs CFA. Le ministre Kaboré répond ainsi à une promesse qu'il avait faite aux populations. Agouti et autres roussettes se frottent les mains, mais pour combien de temps? Les femmes de la région du Sahel ont reçu des équipements technologiques pour soutenir les activités économiques. Hier, le ministre de la Promotion de la Femme et du Genre, Nestorine Sangaré, a remis à Dori du matériel aux associations et groupements féminins du Sahel, geste qu'elle avait déjà effectué à Banfora en début de semaine. Reportage à Dori, Vincent Tiendrebego. Des machines à coudre, des métiers à tisser, des unités de fabrication de savon et des moulins. C'est le lot de matériel que le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre met à la disposition des organisations féminines de la région du Sahel. Ces équipements de production subventionnés à 50% par le gouvernement visent à promouvoir les activités génératrices de revenus des femmes. Nous sommes venus vraiment leur remettre ces technologies avec l'espoir que cela va avoir une incidence positive sur leurs conditions de vie et que ça va permettre au groupement de produire davantage, d'avoir plus de revenus grâce à leurs activités. Moi, par exemple, j'ai bénéficié d'un moulin. On sait que les femmes en ont besoin, beaucoup, surtout au Sahel, car on pile à la main. Mais avec ces machines aujourd'hui, avec ce moulin que moi je viens de recevoir, je sais que mon groupement va bien s'en sortir. Ces équipements sont acquis dans le cadre du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes pour la période de l'année.
Et pour 2014, des nouvelles acquisitions sont en cours, selon la ministre Sangaré, grâce à une enveloppe financière qui a plus que doublé, s'élevant à plus de 3 milliards de francs CFA. Mais en attendant, Nestorine Sangaré a exhorté les bénéficiaires du Sahel à une exploitation pacifique et partagée de ces équipements de production. Le député du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo, a rencontré les élèves et étudiants de la commune rurale de Samba dans le Passoré. La rencontre a permis de développer le thème du leadership dans la construction de la paix. L'objectif était de susciter chez les jeunes des ambitions à même de faire d'eux des bâtisseurs des mondes de paix et de progrès. Précision Drissa Seri. Je ne vous apprends rien. La vie donne le choix à tout individu de se déterminer face à son destin. C'est fort de cette conviction que le député Edi Komboigo, expert comptable de son État, a développé la thématique du leadership et paix, une thématique d'actualité dans le contexte burkinabé. Après recoupement des différentes définitions données par le Larousse, il retient du leader comme étant celui qui a la capacité d'influencer les autres, de fédérer un groupe afin d'atteindre un objectif commun. Se basant sur la trilogie savoir, savoir-faire et savoir-être, l'orateur, tout en soulignant la nécessité de vivre ensemble en bonne intelligence, a invité chacun à se fixer un objectif et à se définir un projet. Je crois qu'il n'y a pas de leadership lorsqu'on évolue dans un environnement où il n'y a pas de paix. Nous avons eu la chance d'avoir quasiment 3 décennies où il y a la paix dans notre pays. Nous avons eu la chance d'avoir formé des jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes à une période où il y a beaucoup de controverses au niveau politique. C'est notre devoir de les interpeller sur leurs responsabilités pour que la paix demeure dans ce pays-là et que chacun puisse vaquer à ses occupations. Comment vaincre sa timidité pour devenir un meneur d'hommes? Comment prendre la parole en public? Quelle est la différence entre leader et manager? Ce sont autant de préoccupations auxquelles le conférencier a apporté son éclairage. Je trouve que c'était super bien parce qu'on a beaucoup appris à l'issue de cette formation. Je pense que chacun pourra améliorer sa vie et aussi, dans ce qu'il exerce, chacun va tenter de devenir meilleur. Jeunes, nous avons des ambitions. Nous avons eu recours à ce thème et aussi à cette personnalité pour nous développer ce thème, pour, n'est-ce pas, nous aider à mûrir nos réflexions, afin que, comme lui, et par rapport, n'est-ce pas, aux recommandations que nous avons eues, que nous puissions, n'est-ce pas, développer, cultiver notre idéal. Cette communication pleine d'enseignements marque un nouveau départ pour la jeunesse de Samba en quête d'excellence. Elle a désormais un référentiel pour s'accomplir et s'impliquer de façon consciente dans la construction d'une nation de paix. Une nation où chaque individu s'épanouit et où il fait bon vivre. Les points focaux de la direction de la communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont bénéficié d'une formation à Koudougou initiée par le ministère. Cette formation a permis de doter les participants de rudiments nécessaires pour une approche journalistique de l'information dans leurs activités quotidiennes. Précision Jonas Wemba. Les chantiers de développement de l'éducation au Burkina Faso sont vastes et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut une meilleure visibilité de ses actions. Ces agents du département qu'ils forment en technique journalistique seront commis à l'animation de ces organes internes d'information que sont le site web et le journal du ministère. C'est un véritable réseau de communication qui est en train de se mettre en place. C'est un dispositif qui doit nous permettre d'avoir en temps réel l'information à la base et que la base également puisse avoir l'information du niveau central en temps réel. 3 jours durant, les participants vont se familiariser avec les règles de collecte et de traitement de l'information, ainsi que les techniques de prise de vue. Cette formation devra leur permettre d'être des relais de communication entre la direction de la communication et de la presse ministérielle et les différentes structures de l'éducation. Le Chitoumou est célébré à l'occasion de la 10e édition de sa fête qui se tient à Bobo-Dioulasso pendant 6 jours. Les acteurs de la filière chenille vont montrer leur savoir-faire aux nombreux visiteurs. La pizza au Chitoumou, la farine et les brochettes de Chitoumou sont entre autres maîtres proposés. Karim Sissé nous met davantage l'eau à la bouche. Bon, j'expose le Chitoumou en poudre. Voilà, il y a différentes qualités. Ça, c'est poudre de chitoumou au maïs. Voilà. Ça peut faire des gâteaux. Ça,
la poudre de chitoumou au sumbala. Alors, on peut mettre dans la sauce, dans la soupe. Même dans du riz, 1000 francs, 750. Je propose mes pizzas de très bonne qualité et voilà, donc pour l'occasion je fais un essai de pizza au chitoumou. La pizza c'est un des plats le plus mangés au monde et le chitoumou est très apprécié ici, donc le mélange se fait très bien. La pizza au chitoumou c'est très très bon. Et oui, comme vous l'avez constaté, nous sommes à la fête des chenilles de karité ou fête du chitoumou. Cette fête, qui est à sa 10e édition, est organisée par l'Association pour l'épanouissement de la commune de Bobo-Dioulasso. La fête du chitoumou, c'est une tribune de promotion des chenilles de karité en vue de créer des revenus pour les acteurs de la filière. Vraiment, les méfaits à base des chenilles de karité, ça je suis tellement surprise qu'on peut en faire en brochette, on peut en manger avec la salade, on peut en manger avec la tchéké et de l'avocat, ça veut dire beaucoup de choses. Ça, j'en suis vraiment ravie. Même s'il est vrai que l'initiative de l'Association pour l'épanouissement de la commune de Bobo-Dioulasso a permis de faire connaître davantage les vertus des chenilles de karité, force est de reconnaître que cette filière est confrontée à des problèmes. Et nous nous sommes rendus compte cette année, lors de la 10e édition, qu'il va falloir que nous puissions tenir des statistiques en termes de vente, de commercialisation des chenilles de karité lors de la fête des chitoumou. Si nous avions eu auparavant cette idée depuis la première édition, ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons pouvoir vous donner ces chiffres sur l'évolution du chiffre d'affaires de chaque édition et aussi pouvoir arriver à quantifier quelle est la quantité de chitoumou qui est produite annuellement et voir quelle est la quantité de chitoumou qui est consommée et quelle est la quantité de chitoumou qui est exportée. La première édition de la fête des chenilles de karité a eu lieu en août 2005 sous le thème « Les valeurs thérapeutiques du chitoumou ». La présente édition qui s'étalera sur 6 jours est placée sous le thème « Chitoumou, moyen d'intégration africaine ». Décédé vendredi dernier, notre confrère Abdoul Salam Ouedraogo a été inhumé hier à Rondo, son village natal situé dans le Yatenga. Précédemment chef de service prise de son et de traitement audio numérique à la radiodiffusion, Abdoul Salam a été conduit à sa dernière demeure par une foule de parents, amis et collègues, tous attristés par sa disparition. Reportage Brisk Bikenga. C'est toute une profession. Parents, amis et connaissances qui sont endeuillés par la mort aussi brutale et imprévisible de Abdoul Salam Ouedraogo. Décédé le vendredi 15 août dernier à l'âge de 58 ans de courte maladie, Abdoul Salam Ouedraogo, affectueusement appelé Chef Abdoul, a été inhumé la nuit du samedi 16 août à Rondo, dans son village natal dans la commune de Kalsaka. La nouvelle de sa disparition a fait une plaie béante dans le cœur de ses proches qui se sont réunis à Rondo pour lui rendre un dernier hommage à l'occasion de ses obsèques. Il a fait toute sa vie parmi nous, c'est un ami, c'est un collaborateur, mais c'est la volonté de Dieu, comme je disais, il faut accepter. Il n'y a pas quelqu'un à Rondo et dans les environs qui ne parle pas de bien d'Abdoul Salam. Sur le plan religieux, tout ce qui est comme développement socio-économique de Rondo, Abdoul Salam s'est mis corps et âme. Abdoul Salam Ouedraogo, né en 1956 à Rondo, officier toujours au poste de chef de service prise de son et de traitement audio numérique à Radio Burkina. Lui qui a connu l'époque du vinyle, de la bande magnétique et enfin du numérique, aura passé 34 ans de sa vie au service de la nation et à transmettre son savoir-faire technique à la jeune génération. Abdoul Salam, c'est l'exemple d'agent qui a su faire pendant toutes les années où il a servi à la RTB. Nous aurions pu profiter de lui. Nos petits frères auraient pu profiter de lui. Malheureusement, il s'en va. Famille, amis et collaborateurs, tous avaient le visage gravé par la tristesse de la disparition de Abdoul Salam Ouedraogo, qui était à quelques mois de la fin de sa carrière professionnelle. Tous garderont de lui le souvenir d'un homme accessible, humble, exigeant, intègre et véhiculant comme valeur première le partage.
Voilà, reportage assuré à Rondo par Brice Ketega. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de la RTB.